Bonjour, on va commencer aujourd'hui un résumé sur les phénomènes ondulatoires du programme de terminale. Alors comme vous savez, les phénomènes ondulatoires contiennent trois cours. Alors on a tout d'abord les ondes mécaniques progressives et puis les ondes mécaniques progressives et périodiques et enfin les ondes lumineuses. Alors on va commencer la première partie du programme de terminale des ondes par les ondes mécaniques progressives. Alors tout d'abord, des définitions. Alors c'est quoi une onde mécanique et progressive? Alors une onde mécanique progressive, c'est le phénomène de propagation d'une déformation qu'on appelle aussi perturbation le long d'un milieu élastique. Donc il y a une propagation. C'est pour cela qu'on dit que c'est progressive. Et la propagation de quoi? D'une déformation le long de ce milieu. Alors, on va donc obligatoirement, pour avoir une onde mécanique, obligatoirement, on doit avoir un milieu matériel et élastique. C'est-à-dire, une fois que la déformation passe, il reprend sa forme initiale. Alors, on va avoir des exemples. Alors, on a des ondes à une dimension, mécanique progressive à une dimension, à deux dimensions et à trois dimensions. Alors, pour les ondes à une dimension, tout d'abord, les ondes mécaniques progressives le long d'une corde. Alors là, j'écris seulement le milieu de propagation, mais c'est une onde mécanique progressive le long d'une corde. Ou bien, on peut avoir une onde à une dimension lorsqu'il se propage le long d'un ressort. Alors pour deux dimensions, ce sont des rides circulaires ou des rides rectilignes qui vont se déplacer à deux dimensions à la surface de l'eau. Donc là, vous avez des ondes à deux dimensions. Vous pouvez avoir aussi des ondes à trois dimensions comme le son. Alors le son est sous forme de sphères et ces sphères vont se propager dans l'espace, c'est-à-dire elles vont se propager à trois dimensions. C'est pour cela que le son est une onde mécanique progressive et qui a trois dimensions. Alors, obligatoirement, pour produire un son, il faut un milieu élastique comme l'air. Alors, si on est dans le vide, on ne peut pas entendre de son. Par exemple, si on est sur la Lune, on ne peut pas parler de la même façon qu'on parle ici sur Terre. Parce que sur Terre, vous avez l'air et sur la Lune, vous n'avez pas de l'air. Donc, il faut autre type d'ondes. Ce sont les ondes électromagnétiques qui peuvent cette fois se propager dans le vide. Mais ici, dans l'air, on peut parler facilement parce que nous avons le milieu progressif qui va transporter l'onde et c'est l'air, par exemple. Alors, on distingue deux types d'ondes. Il y a une onde transversale et il y a aussi une onde longitudinale. Alors, c'est quoi une onde transversale? Une onde transversale, c'est une onde dont la perturbation ou la déformation est perpendiculaire au milieu de propagation. Donc, sa déformation, la déformation que constitue cette onde, doit être perpendiculaire au milieu de propagation. Alors pour une onde longitudinale, la déformation doit être parallèle au milieu de propagation. Alors on va donner des exemples. Pour l'onde transversale, alors vous avez une onde le long d'une corde. Alors lorsque vous créez une perturbation le long d'une corde, la perturbation, la déformation va se propager de façon, il se forme, mais il se propage de façon perpendiculaire. La propagation est perpendiculaire à la déformation. De même pour l'eau, vous avez les vagues. Les vagues, lorsqu'ils se propagent, la déformation est aussi perpendiculaire au milieu de propagation. Vous avez aussi une onde longitudinale. Alors l'onde longitudinale, par exemple, le long d'un ressort. Alors vous avez un ressort, vous comprimez les spires, vous lâchez, alors l'onde va se propager de cette manière, c'est-à-dire la déformation est toujours parallèle à la propagation. De même le son, lorsqu'on parle, alors on fait vibrer les couches d'air, mais cette vibration, c'est une succession de
de pression et de dépression, ce sont des déformations des couches d'air, et ces déformations vont se propager de façon perpendiculaire, de façon parallèle à la propagation. Alors, deuxièmement, la vitesse. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'une onde mécanique est une propagation d'énergie et non de matière. Il n'y a pas de matière qui se déplace, c'est seulement l'énergie qui passe d'un point vers un autre. Donc, il n'y a pas de transport de matière, il y a seulement transport d'énergie. Alors, la vitesse de propagation dépend en général de deux paramètres. Il peut y avoir d'autres paramètres, mais ici, on va parler de deux paramètres. Tout d'abord, l'inertie et la rigidité. Alors, il ne dépend pas de la forme de la perturbation. La vitesse de l'onde mécanique ne dépend pas de la forme de la perturbation. Alors, en ce qui concerne l'inertie. Alors, l'inertie, il dépend de la masse, du milieu de propagation et des dimensions du milieu de propagation. Alors, si l'inertie diminue, la vitesse va augmenter. Alors, la rigidité, par exemple, vous avez l'état liquide, l'état solide. L'état solide est plus rigide que l'état liquide. Et l'état liquide est plus rigide que l'état gazeux. Alors, si vous avez un milieu très rigide, l'augmentation de la rigidité d'un milieu va faire augmenter la vitesse. Donc, la vitesse va dépendre de deux paramètres. La masse et la forme du milieu de propagation, c'est ce qu'on appelle l'inertie. Et la rigidité du milieu. Donc, plus l'inertie diminue, et plus la rigidité augmente, la vitesse augmente. Alors, voyons ça, par exemple, pour le cas d'une corde. Alors, pour une corde, si vous avez une grosse corde et une autre corde plus fine, et les deux ont la même masse linéique, c'est-à-dire la masse sur la longueur, c'est-à-dire ils sont formés de la même matière, alors la corde la plus grosse aura une rigidité plus grande, donc aura une inertie plus grande. Donc, puisqu'il a une inertie plus grande, la vitesse de propagation va être plus faible. Alors, vous avez aussi deux cordes, l'une très bien tendue et l'autre moins tendue. Alors, la corde qui est très bien tendue sera plus rigide et la vitesse de propagation sera plus grande. Alors, ceci se résume dans cette formule pour une corde. Alors là, j'ai une corde, il passe à travers une poulie, et là, j'ai une masse accrochée. La masse, c'est grand M. La corde, elle a une masse petit m et une longueur L. Alors, la vitesse de propagation, c'est la racine de T sur mu. Alors, T, c'est la tension de la corde. Alors, c'est quoi la tension de la corde? C'est la masse grand M accrochée fois G. Parce que là, vous avez le poids et la tension, et le poids est égal à la tension, donc T égale à mg. M est la masse accrochée. Plus on accroche une masse plus lourde, plus la corde est plus tendue et plus rigide. Alors, de même, la vitesse de propagation le long d'une corde va dépendre de mu. Mu, c'est quoi? C'est la masse linéique. Alors, la masse linéique d'une corde, c'est la masse de la corde sur sa longueur. Alors, si c'est une corde homogène, tu peux prendre même une petite longueur, la masse de cette partie de corde sur sa longueur. En tout cas, ça va te donner la même chose. Masse sur longueur de la corde. Alors, voyons ça. La vitesse, il va dépendre des deux paramètres. T, qui est la tension, c'est la rigidité. Si j'augmente T, vous voyez bien que la vitesse va augmenter. Mu, c'est la masse et la longueur. Donc, c'est l'inertie. Si je diminue l'inertie, c'est-à-dire si je prends une masse plus petite d'une corde qui a une plus grande longueur, c'est-à-dire une corde qui est fine. Alors si je diminue mu, alors la vitesse augmente. Alors vous voyez bien que l'inertie lorsqu'il diminue fait augmenter la vitesse et la rigidité lorsqu'il augmente, il fait augmenter aussi la vitesse. Alors ceci, je peux le voir aussi pour les ondes sonores. Alors les ondes sonores vont dépendre de la rigidité du milieu de propagation. Alors on a dit que l'acier est plus rigide
Et si la rigidité augmente, la vitesse augmente. Donc c'est pour cela que la vitesse du son dans l'acier est supérieure à la vitesse du son dans l'eau, qui est supérieure à la vitesse du son dans les gaz ou bien l'air. On va parler ici de l'air, comme gaz, l'air. Alors je prends des exemples pour l'acier, 5000 mètres par seconde, la vitesse du son dans l'acier. Mais dans l'eau, ça diminue, c'est 1500. Mais dans l'air, là c'est l'air, alors pour l'air, c'est 340. Alors il faut bien retenir ces valeurs parce que ça va vous aider dans les exercices. Pour l'acier, c'est 5000, pour l'eau, c'est 1500 et pour l'air, c'est 340. Et ceci est dû à la rigidité du milieu. Plus le milieu est rigide, plus la vitesse est importante. Alors, troisièmement, le retard temporel. Alors là, j'ai schématisé, je prends l'exemple d'une corde, j'ai schématisé une corde, j'ai créé une perturbation à la source S. Cette perturbation s'est déplacée et est arrivée à un point M de la corde. Alors, ce que j'appelle élongation, c'est Y du point M à l'instant T. C'est ce qu'on appelle l'élongation du point M. Alors, la distance entre la source et le point M, c'est la distance Sm. Alors, s'il n'y a pas de phénomène d'amortissement le long de la corde, l'énergie le long de la corde ne va pas se perdre. Alors, il n'y a pas de frottement. Alors, chaque point de la corde va reproduire le mouvement initial de la source, mais avec un certain retard. Par exemple, s'il me faut 10 secondes pour que l'onde passe de la source au point M, je vais dire le retard temporel est de 10 secondes. L'onde qui arrive à l'instant T égale à 10 secondes au point M était à la source à l'instant 0. Parce qu'il faut 10 secondes pour qu'il parcourt la distance Sm. L'onde qui est au point M à l'instant 15 secondes, puisqu'il faut 10 secondes, était à la source à l'instant 5 secondes. Alors donc, chaque point M de la corde va reproduire le mouvement de la source avec un retard temporel que je note tôt. Alors ce retard, c'est la distance Sm sur la vitesse de propagation. Alors donc, je reproduis cette phrase avec une équation. L'élongation d'un point M à un instant T, c'est l'élongation de la source à l'instant T moins tôt qui représente le retard temporel. On va passer au phénomène de stroboscopie. Alors la stroboscopie est nécessaire pour l'étude des phénomènes ondulatoires et surtout les phénomènes ondulatoires mécaniques. Alors donc, c'est quoi un stroboscope? Un stroboscope, c'est un flash électronique qui va émettre des lumières à intervalles de temps successifs et égaux, à une certaine fréquence NE, que je note NE, qui est la fréquence des éclairs. Par exemple, si la fréquence des éclairs est 20 Hz, ça veut dire qu'il va émettre 20 flashs en une seconde, pour 20 Hz. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre l'émission de deux flashs, il y a l'obscurité. Il émet le premier flash, l'obscurité, on ne voit rien. Entre les deux flashs, on va voir rien. Et le deuxième flash va revenir. Et entre le deuxième et le troisième, il y a aussi l'obscurité, et ainsi de suite. Donc flash, obscurité, etc. Et je peux régler la fréquence des éclairs. Je peux arriver même à des fréquences élevées. Alors, ce que j'étudie avec un stroboscope, le phénomène, c'est la stroboscopie. Alors, avec le stroboscope, je vais étudier des phénomènes rapides. Alors, en général, les phénomènes ondulatoires sont des phénomènes rapides. Il y a des vibrations rapides des ondes mécaniques le long du milieu de propagation. Donc, on va étudier des phénomènes vibratoires. Les phénomènes vibratoires, ce sont des phénomènes qui sont dus à des vibrations autour de la position d'équilibre, mais avec une grande fréquence. Alors, tu ne peux pas suivre à l'œil nu un phénomène vibratoire. Je prends comme exemple un disque qui tourne avec une certaine vitesse et qui contient une tache noire. Alors, si le disque tourne à une fréquence inférieure à 10 Hz, c'est-à-dire il fait moins de 10 tours par seconde, tu peux toujours l'observer à l'œil nu. Mais si sa vitesse, sa fréquence de rotation
est supérieur ou égal à 10 Hz, là tu ne peux plus observer la tâche qui tourne, tu vas voir seulement une bande grise autour du disque. Alors pour pouvoir visualiser la tâche au cours de son mouvement, il faut l'éclairer par le stroboscope. Alors je donne comme exemple, par exemple, ce stylo. Alors ce stylo, je le fais vibrer avec une fréquence faible. Alors là, je peux toujours suivre le mouvement du stylo. Mais si je le fais vibrer avec une fréquence supérieure à 10 Hz, alors je vois plusieurs stylos, je ne peux plus observer le mouvement du stylo. Alors c'est le même phénomène que j'ai ici. Alors donc, avec un stroboscope, je peux voir trois types de phénomènes, ou disons plutôt deux types. Ou bien je vais voir une immobilité apparente, ou bien un mouvement ralenti apparent. Alors pour une immobilité, c'est seulement apparent, c'est-à-dire c'est pas réel. Je vais voir par exemple la tâche, le disque tourne, je l'éclaire avec le stroboscope, je vais observer la tâche immobile. Alors, dans le cas de l'immobilité apparente, il suffit donc de retenir les formules. La fréquence du mouvement du disque est égale à K fois NE. K, c'est un entier naturel qui appartient à N étoile, il est non nul. Alors, la fréquence du mouvement rapide, que je vais étudier en stroboscopie, est égale à K fois la fréquence des éclairs. Alors, pour la valeur K égale à 1, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, c'est la plus grande valeur des fréquences des éclairs pour voir l'immobilité apparente d'une seule tâche. Alors, pour voir l'immobilité apparente, par exemple, j'ai une corde qui vibre. Pour voir une seule corde immobile, il faut prendre N égale à NE, et c'est la plus grande valeur de la fréquence des éclairs pour voir ce phénomène. C'est ce qu'on utilise d'habitude. N égale à NE, et la formule générale, N égale à KNE. Alors je peux même voir, le mouvement est rapide, je ne peux pas le voir à l'œil nu, mais je peux le voir avec le stroboscope en mouvement ralenti apparent dans le sens réel. Je vois une tâche qui tourne très lentement en mouvement ralenti apparent. Alors, si pour un mouvement ralenti apparent dans le sens direct, si j'ai ce mouvement, alors cela va se produire lorsque la fréquence des éclairs est légèrement inférieure à la fréquence du disque. Alors, si par exemple la fréquence du disque est 100 Hz, il fait 100 tours en une seconde, je dois donc l'éclairer avec un stroboscope qui a une fréquence NE 99, 98 Hz. Alors la fréquence entre N et NE, N moins NE, ça va te donner la fréquence apparente du mouvement ralenti apparent. Apparemment, la tâche fait un mouvement ralenti avec une fréquence apparente. Et la fréquence apparente, c'est la différence. Par exemple, ici 100 et ici 98, et apparemment, je vais voir que la tâche tourne avec une fréquence de 2 Hz. Donc la différence fait toujours la fréquence apparente. Alors pour un mouvement ralenti apparent dans le sens inverse, c'est l'inverse. Il faut cette fois que la fréquence des éclairs dépasse un peu la fréquence du mouvement. Par exemple, la fréquence du mouvement est 100, je dois utiliser 101 ou 102 Hz. Et toujours la différence entre les deux, ça te donne la fréquence du mouvement ralenti apparent. Alors, grand 2, les ondes mécaniques progressives et périodiques. Alors, quelle est la différence entre une onde mécanique progressive et une onde mécanique progressive et périodique? Alors, une onde mécanique progressive, c'est une onde qui est due à une seule perturbation, une seule déformation qui va se déplacer. Par exemple, je prends une corde, je crée une déformation à la source, et la déformation va se propager le long de la corde. Alors, si je crée plusieurs déformations successives de façon périodique, alors il y a plusieurs déformations qui vont se déplacer le long de la corde, et si c'est produit de façon périodique, alors j'aurai une onde mécanique progressive et périodique. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie, ce sont ces types d'ondes. Alors, on va voir ces ondes dans trois milieux différents. Tout d'abord, on va les voir dans une corde.
à une dimension, on va les voir à 2 dimensions, par exemple à la surface de l'eau, et on va voir enfin les ondes sonores qui sont à 3 dimensions. Alors pour l'expérience de propagation d'une onde le long d'une corde, alors là j'ai un vibreur. Alors c'est quoi un vibreur? C'est tout simplement une lame qui vibre, qui fait des vibrations rapides, et il vibre à cause de cet électroaimant qui va donc jouer le rôle d'un aimant et qui va donc attirer la lame, puis la relâcher, puis l'attirer, puis la relâcher de façon périodique. Ainsi, la source S de propagation va vibrer de façon périodique. Alors, une petite remarque, c'est que si l'électroaimant est alimenté par un courant alternatif de fréquence 50 Hz, alors là, le vibreur va vibrer avec le double, il va vibrer avec 100 Hz. Toujours vous avez la fréquence de vibration de la source, c'est le double de la fréquence du courant qui alimente l'électroaimant. Alors une fois que la source va vibrer rapidement, tous les points de la corde qui sont liés au vibreur vont vibrer à la même fréquence. Et c'est la propriété essentielle des ondes mécaniques progressives et périodiques. Tous les points du milieu de propagation vibrent toujours à la fréquence de la source. Que ce soit une onde à une dimension comme une corde, ou une onde à la surface de l'eau, ou une onde sonore. On aura toujours la même fréquence. La fréquence ne va pas changer. Donc, tous les points rentrent en vibration et je dois mettre à l'extrémité de la corde une matière qui va absorber les ondes qui arrivent, les ondes incidentes. Donc les ondes incidentes, ici je mets du coton qui absorbe ces ondes pour qu'il n'y aura pas de réflexion. Parce que s'il y a une réflexion, l'onde incidente et l'onde réfléchie vont se superposer, on aura d'autres phénomènes, comme le phénomène d'onde stationnaire, qui n'est pas au programme d'ailleurs. Alors donc, pour éviter ce phénomène, je vais placer un coton qui absorbe les ondes incidentes. Alors si l'expérience a été faite de façon verticale, ici il est fait de façon horizontale, s'il a été fait de façon verticale, je vais mettre de l'eau, une masse à accrocher et qui plonge dans l'eau, ainsi l'extrémité de la corde est en contact avec l'eau et c'est l'eau qui va absorber les ondes incidentes. Ici, puisque c'est horizontal, j'utilise du coton pour absorber les ondes incidentes. Alors, puisque la fréquence arrive jusqu'à 100 Hz, comme on vient de voir, je ne peux pas observer à l'œil nu les vibrations de la corde. Donc, à l'œil nu, avec la lumière normale, je ne vais voir qu'une corde grise qui vibre en entier. Donc, je ne peux pas observer les différentes vibrations et les différents mouvements des différents points de la corde. Alors, pour cela, je dois utiliser le stroboscope. Alors, je vais éclairer donc la corde avec un stroboscope et là, je vais voir 2 phénomènes. Alors, tout d'abord, je vais prendre, par exemple, si la fréquence de vibration du vibreur est 100 Hz, je vais prendre par exemple 98 Hz pour fréquence du stroboscope. Alors, en réglant le stroboscope à une fréquence légèrement inférieure à la fréquence de vibration de différents points de la corde, je vais voir un mouvement ralenti apparent. Alors, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que des ondes vont naître à la surface, à la source, des ondes qui vont naître à la source et qui vont se propager le long de la corde. Donc, je vais voir un mouvement de déplacement, de déformation d'ondes à la surface de la corde. Alors, c'est ce qu'on appelle une onde progressive. Alors, ces ondes vont l'être de façon périodique. Alors, avec le stroboscope, ça me permet de voir le phénomène de propagation au ralenti. Alors, ces ondes vont naître de façon périodique à la source, donc j'ai une onde progressive et périodique. Alors, si je règle la fréquence des éclairs de façon qu'il soit égal à la fréquence du mouvement, par exemple ici 100 Hz, la fréquence des éclairs, je le prends aussi 100 Hz. Alors, dans ce cas, je vais voir la corde immobile, pas de déplacement. Mais ce que je vais voir? Je vais voir que la forme de la corde a la forme d'une courbe sinusoïdale. C'est une sinusoïde. Alors, je vais dire que c'est une onde sinusoïdale.
Alors donc, en résumé, j'ai une propagation d'une onde progressive, périodique et sinusoïdale le long de la corde. Alors cette onde qui va se déplacer le long de la corde présente une double périodicité. Elle a une périodicité spatiale et elle a une périodicité temporelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par périodicité spatiale? Alors, la périodicité spatiale, on va la noter lambda, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde et il est mesuré en mètres. Alors, c'est quoi la longueur d'onde? Alors, lorsque je crée l'immobilité apparente, je mesure la distance entre deux points maximum ou deux points minimum. Alors, entre deux crêtes ou deux creux, je mesure la distance, je trouve une distance qui représente la longueur d'onde. Alors donc, si je prends une image de la corde, ou bien si je l'immobilise apparemment avec un stroboscope, la période que je vais observer, parce que c'est une fonction sinusoïdale, la période que j'observe, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Alors cela est dans l'espace. C'est-à-dire, là, je représente Y, l'élongation des différents points, en fonction de X, en fonction de la distance. Alors donc, lorsque je représente Y en fonction de X, c'est une fonction périodique de période lambda qu'on appelle longueur d'onde. Alors, il y a aussi une périodicité temporelle T. Alors, si je crée le mouvement ralenti apparent, alors je vais voir que chaque point de la corde vibre, donc il est à son maximum, à son minimum, puis revient à son maximum. Alors, le temps qu'il fait pour passer de son maximum à son minimum et revenir à son maximum, c'est la période grand T, c'est la périodicité temporelle et c'est la période de vibration de la source. Parce qu'on a vu que chaque point de la corde va reproduire le mouvement de la source avec un certain... Il reproduit, c'est-à-dire il reproduit le mouvement avec la même fréquence, avec la même période. Alors cette période de vibration, c'est la périodicité temporelle et elle est en secondes. Donc la périodicité temporelle, c'est la période de vibration de la source. Et c'est aussi la période de vibration de chaque point de la corde. La périodicité spatiale, c'est la période pour le Y en fonction de X, c'est-à-dire entre deux maximums ou entre deux minimums. Alors on a une relation très importante entre la périodicité spatiale et la périodicité temporelle, c'est lambda égale à V, V étant la vitesse de propagation, lambda en mètres, T en secondes et V en mètres par seconde. Alors de cette relation, je peux déduire une définition qui est très demandée dans les examens, c'est la définition de la longueur d'onde. Alors c'est la définition qu'il faut donner. Alors la longueur d'onde, c'est quoi? C'est la distance parcourue par le front, le début de l'onde, pendant une période de la source. Par exemple, si la corde ne contenait aucune déformation, à l'instant t égale à 0, la déformation sort du point S. Alors, le temps pour qu'il y aurait une longueur d'onde complète, de là jusque là, le temps de formation d'une longueur d'onde complète le long de la corde, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par le front, c'est-à-dire le début de l'onde, pendant une période, grand T de la source. Alors, j'aurai donc deux représentations à faire, parce que là, c'est comme une fonction qui a deux variables. Alors, vous avez la variable x, l'espace, et vous avez la variable temps. Alors, si vous trouvez ce type de représentation, c'est-à-dire y en fonction de x, ça représente quoi? Ça représente la forme de la corde à un instant donné. C'est comme si on a pris une photo où on a utilisé l'immobilité apparente avec un stroboscope. Alors si je crée l'immobilité apparente où je prends une photo de la corde, je vais voir cette courbe qui est une courbe sinusoïdale comme on vient de voir et qui est périodique de période lambda. Alors pour cet exemple en particulier, là combien de lambda j'ai? J'ai 2 lambda. J'ai 2 lambda. Donc cette
cette image que j'obtiens, cette immobilité apparente de la corde a été obtenue à l'instant t égale à 2 grand T. Parce qu'au bout de chaque grand T, il se forme lambda. Si j'ai 3T, il va se former sur la corde 3 lambda. Alors, il faut voir le franc. Le franc, c'est le début de l'onde. Alors, je vois que le franc, il y a une perturbation vers le haut. Je remarque une perturbation vers le haut. Donc, à l'instant t égale à 0 secondes, la source s'est déplacée vers le haut. Donc, c'est une courbe qui représente y en fonction de x. À l'instant t égale à 2 périodes. Et je sais bien qu'à l'instant 0, au moment de formation des ondes, la source s'est déplacée vers le haut parce que je regarde le franc, c'est-à-dire la fin de la corde. Alors je peux aussi représenter, vous pouvez trouver ce type de représentation, y dans le temps. Alors la représentation de l'élongation dans le temps, à un instant donné, représente les vibrations d'un point au cours du temps, d'un point de la corde. Alors normalement, on devra avoir un décalage horaire pendant lequel le point reste immobile jusqu'à ce que l'onde arrive à ce point, parce que si je suppose le point est là, l'onde est partie de la source et il lui faut un certain temps, c'est ce qu'on appelle le retard temporel. Donc il faut un retard temporel pour que l'onde part de la source pour arriver au point M, c'est ce que je représente ici, et une fois que l'onde arrive au point M, il va reproduire exactement le mouvement de la source. Alors là, le mouvement de la source, là l'instant 0 ici, le début de la perturbation pour le point M est là, à l'instant t, donc à l'instant t égale à 0, la source s'est déplacée vers le bas. Donc je vois le début, ici je vois la fin de la représentation, ici je vois le début. Donc à l'instant t égale à 0, la source s'est déplacée vers le bas. Et la distance entre la source et le point, c'est taux fois la vitesse. C'est taux, le retard temporel, fois la vitesse de propagation. Ainsi, tu peux connaître à partir du retard temporel la distance entre la source et le point M. Alors là, la période de cette représentation, c'est grand T, c'est pas lambda. Lorsque vous représentez en fonction du T, vous trouvez la périodicité temporelle. Lorsque vous allez représenter en fonction du X, c'est une fonction sinusoïdale de période lambda, la périodicité spatiale qui est la longueur d'onde. Donc il faut bien faire la différence entre ces deux représentations. Alors là, je peux comparer le mouvement de deux points. Alors, deux points de la corde peuvent vibrer toujours de la même façon, c'est-à-dire ou bien les deux sont maximales, ou bien ils sont nuls en même temps, ou bien ils sont minimes. Donc ils vibrent toujours avec la même élongation à chaque instant. Alors ces points qui vibrent avec la même élongation à chaque instant, on dit qu'ils vibrent en phase. Alors ou bien ils peuvent vibrer de façon opposée. Lorsque l'une est au maximum, l'autre point est au minimum. Alors je vais dire dans ce cas que les points vibrent en opposition de phase. Alors pour que deux points M1 et M2 qui sont distants d'une distance D vibrent en phase, il faut que cette distance D soit égale à K lambda, K fois le nombre de longueurs d'onde lambda avec K appartient à N étoile. C'est-à-dire au minimum, il faut qu'il soit séparé d'une longueur d'onde, de deux longueurs d'onde, de trois longueurs d'onde, etc. K lambda, si vous avez deux points de la corde qui sont distants d'un nombre entier de lambda, alors ces points vibrent en phase. Par exemple, ce point et celui-là. Ces deux points sont tous les deux au maximum à cet instant, donc ils vont vibrer en phase. Alors, si la distance entre les deux points égale à K plus 1 demi-lambda, il y a une différence de 1 demi-lambda, avec K appartient à N. C'est-à-dire, je peux avoir au minimum une demi-lambda entre les deux points. Alors, si ces points sont distants de lambda sur 2, alors, ou de 3, ou de 1,5 lambda sur 2, ou bien de 2,5 lambda, ou de 1,5 lambda, ou 3, toujours il y a un 1,5. Si la distance est de K plus 1,5 lambda, alors les deux points vibrent en opposition de phase. Par exemple, ce point et celui-là. Alors la distance entre les deux, c'est 1,5 lambda. Ou bien ce point et celui-là.
la distance entre les deux, c'est 1,5 lambda. Alors là, elles vont vibrer en opposition de phase. Alors, je m'intéresse maintenant aux ondes à la surface de l'eau. Alors, pour créer des ondes à la surface de l'eau, il te faut un vibreur. Alors, ce vibreur peut être soit ponctuel, soit rectiligne. Alors, pour une source ponctuelle, une source, par exemple, j'ai une surface d'eau et j'ai une source ponctuelle, par exemple, le bout du stylo qui tape toujours au même point. Alors, ça va créer des vibrations. Et les ondes à la surface de l'eau vont être sous forme de cercles concentriques autour de la source. Alors si je projette cette surface de l'eau et je la projette sur un écran, donc je vais l'éclairer alors cela est utilisé dans une cuve à ondes, alors une cuve à ondes qui va éclairer la surface de l'eau et je la projette sur un écran. Alors en projection, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir deux types de rides circulaires. Je vais voir des rides qui apparaissent claires, ce qu'on appelle des rides claires. Alors les rides claires ou les crêtes, les points d'amplitude maximale. Parce que à la surface de l'eau, vous avez des points d'amplitude maximale, vous avez des points d'amplitude minimale. Alors les crêtes, les points d'amplitude maximale vont apparaître clairs. J'aurai des rides claires. Et entre les rides claires, j'ai des rides sombres, où il y a absence de lumière. Alors ces rides, ce sont les points d'amplitude minimale. Par exemple, en partant de la source, je suppose que la source est à son maximum. Là, l'eau arrive à son minimum. Là, il est à son maximum, minimum, maximum, minimum, maximum. Alors, tous les points qui ont une amplitude minimale sont des rides sombres. Tous les points qui ont une amplitude maximale sont des rides claires. Donc, il y a les creux et il y a les crêtes. Alors, ce que je vois donc expérimentalement, ce sont les rides claires et sombres. Alors, j'ajoute ces rayons que j'appelle des rayons d'onde. Je les trace en partant de la source de façon à être perpendiculaire à tous les rides. Alors, et je vais les orienter dans le sens de propagation de l'onde. Alors, c'est ce qu'on appelle des rayons d'onde. Je peux tracer une infinité de rayons d'onde. Alors, sur un rayon d'onde, la longueur d'onde, je peux la mesurer entre deux rides claires ou entre deux rides sombres. Donc, je vais dire que la longueur d'onde, c'est la distance mesurée sur un rayon d'onde entre deux rides successives du même type. Et c'est-à-dire entre deux rides claires ou sombres, mais de façon successive. Si je mesure entre cette ride et celle-là, je vais trouver bien sûr deux longueurs d'onde. Alors, c'est le phénomène que j'observe à la surface de l'eau en utilisant une source ponctuelle. Alors, si par exemple j'utilise une source rectiligne comme une règle qui tape à la surface de l'eau, alors avec une source rectiligne, je n'aurai pas des rides circulaires, mais j'aurai des rides rectilignes. Avec les mêmes propriétés, là vous avez les rides claires en projection, et là vous aurez les rides sombres, c'est-à-dire l'eau, il est ici à son maximum, à son minimum, maximum, minimum, etc. Et je trace les rayons d'onde de façon perpendiculaire aux rides claires et sombres. Et la longueur d'onde, c'est la distance entre deux rides claires successives ou entre deux rides sombres successives. Alors, c'est le phénomène que je vais voir à la surface de l'eau. Je peux bien sûr voir aussi l'immobilité apparente ou le mouvement ralenti apparent. Si j'éclaire la surface de l'eau avec un stroboscope de fréquence NE égale à N, je vais voir toutes les rides immobiles, apparemment. Et je peux bien mesurer la longueur d'onde, par exemple. Alors, si j'utilise une fréquence légèrement inférieure à la fréquence de vibration de la source, je vais voir le mouvement ralenti apparent. Je vais voir naître des rides circulaires de la source et qui vont se propager progressivement vers l'extérieur. De même pour la source rectiligne.
Alors, on va s'intéresser au troisième type d'ondes mécaniques progressives et périodiques, ce sont les ondes sonores. Alors, les ondes sonores, ce sont des ondes qui sont produites par des sources sonores. Alors, c'est quoi une source sonore? C'est un vibreur qui va vibrer et qui va émettre des sons. Alors, par exemple, vous avez les cordes vocales. Les cordes vocales, alors lorsqu'on parle et vous touchez là, vous allez sentir des vibrations à ce niveau. Ce sont les cordes vocales qui vibrent et qui vont produire le son. Alors, vous avez la membrane d'un haut-parleur. Lorsqu'un haut-parleur émet des ondes, c'est sa membrane qui va vibrer rapidement et qui va émettre des ondes sonores. Alors, vous avez aussi une lame vibrante. Si vous avez une lame qui vibre rapidement, vous allez entendre un son. Vous avez aussi les cordes d'une guitare. Si vous prenez une guitare et vous exercez une petite pression sur l'une des cordes, alors la corde va vibrer et les vibrations de la corde vont émettre un son. Donc toujours une source sonore, c'est un vibreur qui émet un son lorsqu'il est en vibration. Alors là, pour cette expérience, j'ai un haut-parleur qui va servir de source sonore. Sa membrane vibre et va émettre un son. Et j'ai deux microphones. Un microphone en un point M1, un autre en un point M2. Alors le microphone en point M1 va recevoir une onde sonore. Alors ici, l'onde sonore a été pu observer à l'aide d'un oscilloscope. On branche un oscilloscope entre les bornes du microphone M1. Alors, vous savez bien que l'oscilloscope représente toujours une tension dans le temps. Ici, on va dire l'élongation dans le temps. Et donc, c'est une représentation temporelle et la période temporelle. Alors là, vous allez remarquer que vous avez... Alors si vous utilisez bien sûr un haut-parleur qui émet une onde sinusoïdale, c'est-à-dire un haut-parleur lié à un GBF, et le GBF utilise une tension sinusoïdale. Alors là, vous allez voir une onde sinusoïdale de période T qui a une grande, par exemple, amplitude. Alors si vous utilisez un microphone plus loin, vous allez voir toujours une onde sinusoïdale de même période, mais avec l'oscilloscope, parce que l'oscilloscope peut nous faire, avec un oscilloscope, on peut voir deux courbes. C'est ce qu'on appelle un oscilloscope bicourbe. Donc, avec un oscilloscope bicourbe, je peux voir les vibrations d'un autre point M2. Je vais voir que c'est la même période, mais l'amplitude diminue. C'est-à-dire, plus on s'éloigne de la source, l'amplitude des vibrations va diminuer. Alors donc, tous les points du milieu vibrent avec la même fréquence parce qu'on a la même période, donc la même fréquence. Donc lorsqu'on parle, tous les points, tous les gens vont entendre le même son avec la même fréquence de la source. Alors tous les points vont vibrer avec la même fréquence de la source. Et lorsqu'on s'éloigne de la source, l'amplitude de vibration va diminuer jusqu'à ce qu'il s'atténue au maximum. Par exemple, si je parle et vous placez à une distance qui est assez grande, vous n'allez plus entendre mes paroles. Ceci est dû à ce que l'amplitude va diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source. Alors, ce qu'on appelle intensité sonore, c'est l'amplitude de vibration. Cette amplitude de vibration est appelée intensité sonore. C'est ce qu'on appelle d'habitude le volume du son. Alors donc, un son avec un grand volume a une grande intensité. Il est représenté par exemple comme ça. Alors, un son qui a une amplitude faible, c'est un son d'intensité faible. Alors, ce qu'on appelle la hauteur du son, c'est la fréquence de vibration des différents points du milieu de propagation parce que tous les points vibrent avec la même fréquence de la source. Alors si cette fréquence de vibration est grande, je vais parler d'un son aigu. Si la fréquence est faible, je vais dire que le son est grave. Alors les sons aigus comme les sifflements. Alors là, je représente un son aigu parce que la période est faible, donc la fréquence est élevée. Là, la période est grande, donc la fréquence est faible, c'est un son grave. Alors les sons audibles qu'on entend, nous les humains, parce que pour les animaux c'est un peu différent.
Alors pour les sons audibles, ce sont les sons de fréquence comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Normalement, lorsqu'on est très jeune, on entend dans ce domaine, le domaine se rétrécit avec l'âge, il devient plus faible. Alors, par exemple, quelqu'un de 40 ans va plus entendre les 20 Hz, va entendre jusqu'à 18-17, jusqu'à 20, je dirais 30 ou 40 Hz, et il va plus entendre les 20, il va entendre jusqu'à 16 kg, 17 kHz. Alors, ce qu'on appelle les ultrasons, ce sont des sons qui ne sont pas audibles par les humains, dont la fréquence dépasse les 20 kHz. Alors, si je produis un son avec une fréquence, par exemple, de 30 kHz, personne ne va l'entendre. Alors, c'est ce qu'on appelle les ultrasons. Alors, ces ultrasons sont très utilisés, par exemple, pour la médecine, ils sont utilisés en échographie. Par exemple, pour voir un bébé, on utilise des ultrasons, des sons qui sont envoyés et qui sont réfléchis par le tissu du bébé, et ainsi je peux voir l'image du bébé en utilisant la technique de l'échographie. Maintenant, on peut même voir ceci en couleur et en 3D. Alors, le milieu dispersif, c'est quoi un milieu dispersif? Alors ça, il faut bien le retenir, c'est un milieu dont la vitesse de propagation dépend de la fréquence de l'onde. La vitesse de propagation dépend de la fréquence de l'onde. Alors là, je vais vous donner deux exemples. Par exemple, pour l'air. L'air est un milieu, heureusement, il n'est pas dispersif pour les ondes sonores. Parce que s'il était dispersif, alors on va entendre les mots parfois renversés. Alors pourquoi? Parce que un mot est composé de lettres et chaque lettre a une fréquence, et si l'air était dispersif, chaque fréquence aura sa propre vitesse, et ainsi quelqu'un qui est un peu loin va entendre des lettres avant d'autres lettres. Le mot que je prononce dans un certain ordre ne sera pas reçu par celui qui est loin dans le même ordre. Et ceci ne se produit pas, heureusement, parce que l'air est non dispersif. Tous les sons vont se propager toujours avec la même vitesse. La vitesse de propagation ne dépend pas de la fréquence. Mais par contre, l'eau est dispersive pour les ondes qui se propagent à sa surface. Alors, si vous calculez, par exemple, la longueur d'onde pour une fréquence, et si vous changez la fréquence, vous allez trouver autre chose, parce que la longueur d'onde dépend de la fréquence, lambda égale AV fois T égale AV sur N, et la fréquence dépend de la vitesse. Si vous changez la vitesse, vous changez la fréquence, et ceci va influencer la longueur d'onde. Donc, vous allez trouver pour chaque fréquence des longueurs d'onde différentes et des vitesses différentes. Alors, on va étudier le phénomène de diffraction des ondes mécaniques. Alors ici, je prends comme ondes mécaniques les ondes qui se déplacent et qui se propagent à la surface de l'eau. Alors là, j'ai une cuve à ondes qui contient de l'eau. C'est une cuve spéciale parce qu'il a des bords qui évitent la réflexion des ondes qui arrivent. Donc il n'y a pas de phénomène de réflexion, il n'y a que des ondes incidentes. Alors, au milieu de la cuve, je place donc un obstacle qui contient un petit trou et qui contient une fente. La fente, elle a une largeur petit a. Alors, je vais donc produire une onde incidente rectiligne, avec une source rectiligne, alors de longueur d'onde lambda. Alors, lorsque l'onde arrive à cet obstacle, il va passer à travers ce petit trou, cette fente, et je vais observer de l'autre côté une onde qui a une autre forme, une onde circulaire, mais de même longueur d'onde. Alors ce phénomène sera appelé phénomène de diffraction. Alors le phénomène de diffraction va dépendre de la largeur de la fente. Alors si cette largeur A est de l'ordre de grandeur de l'onde, c'est-à-dire égale, un peu supérieure, un peu inférieure, alors l'onde diffractée sera sur toute la surface du milieu de propagation. Mais si
la largeur est bien supérieure à la longueur d'onde, alors là, je vais observer l'onde diffraction seulement sur un cône. Ce cône que j'ai tracé ici en vert. Ici, on n'observe plus d'onde diffractée ni dans cette partie. On va l'observer à l'intérieur de ce cône. Et cette onde diffractée, le cône aura comme angle de θ. Alors le demi-angle θ va suivre la relation sin θ égale à lambda sur A. Alors, mais si j'utilise une fente très large, qui a une longueur d'onde qui dépasse de loin la longueur d'onde, alors là, on ne verra plus de phénomène de diffraction. Donc, le phénomène de diffraction est observable au cas où vous utilisez une fente de faible largeur, de largeur du même ordre de l'ordre de grandeur de lambda, ou un peu supérieur à lambda, mais s'il est très supérieur à lambda, on n'observe plus de phénomène de diffraction. Alors, généralisation. Alors, ce phénomène de diffraction qu'on a vu ici pour les ondes à la surface de l'eau est général. C'est un phénomène général de toutes sortes d'ondes, quelle que soit cette onde sonore. Par exemple, lorsque vous parlez près d'une porte, l'onde peut arriver à traverser des petits trous qui se trouvent sous la porte ou le trou du clé. L'onde peut arriver. Mais l'amplitude diminue quand même. L'amplitude de l'onde diminue, mais elle a toujours la même période. Vous avez toujours la même période de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. C'est comme si l'onde provient d'une source fictive qui se trouve à l'intérieur de la fente. Alors, donc, ce phénomène est général pour toutes les ondes. Alors, la longueur d'onde de l'onde incidente est égale à la longueur d'onde de l'onde diffractée. L'onde diffractée est circulaire dans ce cas, quelle que soit la forme de l'onde incidente. Si j'utilise une onde rectiligne, j'aurai une onde diffractée circulaire. Si j'utilise une onde incidente circulaire, j'aurai aussi une onde diffractée circulaire. Alors ça, c'est le phénomène de diffraction, qu'on a vu qu'il est valable pour toutes sortes d'ondes. On va voir que ce phénomène est aussi visible avec la lumière. Alors les ondes lumineuses, alors phénomène de diffraction. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser expérimentalement un laser qui va émettre une onde lumineuse monochromatique, c'est-à-dire une seule couleur, rouge, vert. En général, on utilise la couleur rouge. Et je vais placer ici un obstacle avec une toute petite fente qui est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de l'onde lumineuse que j'utilise. Alors la lumière va passer à travers ce petit trou, cette petite fente de largeur petit a, et sur un écran, je vais voir le phénomène suivant. Je vais voir une tache centrale bien claire, large, de largeur L, et je vais voir de part et d'autre de cette tache des taches sombres et des taches claires. Donc ici une tache centrale claire, une tache sombre, une tache claire, une tache sombre, une tache claire, et de l'autre côté. Alors ce que j'appelle écart angulaire, c'est l'angle entre le milieu de la tache centrale et le milieu de la première tache sombre après la tache centrale. C'est cet angle θ. Alors la tache centrale a une largeur L. La largeur L, je la calcule depuis le milieu de la tache sombre, la première tache sombre après la tache centrale, et le milieu de la première tache au-dessus de la tache centrale. C'est la largeur de la tache centrale. Alors je considère que la fente est loin de l'écran. Il y a une distance grande D entre la fente et l'écran sur lequel j'observe le phénomène de diffraction. Alors là, il y a une observation à faire, c'est que ici la fente est bien horizontale et la figure de diffraction est verticale. Si j'inverse, si j'utilise une fente verticale, je vais voir un phénomène horizontal de diffraction, c'est-à-dire que la figure de diffraction est toujours perpendiculaire à la direction de la fente. Alors, le phénomène de diffraction que je viens d'observer est identique à ce phénomène qu'on a observé avec les ondes mécaniques. Ceci donc prouve que l'onde
que la lumière est une onde. C'est comme ça qu'on prouve que la lumière est une onde. La lumière est une onde parce qu'on a pu faire le phénomène de diffraction qu'on fait déjà avec les ondes mécaniques. Donc la lumière est une onde. Alors en fait la lumière c'est une onde électromagnétique, elle est différente des ondes mécaniques. Alors la différence des ondes électromagnétiques et mécaniques, c'est que les ondes électromagnétiques comme la lumière peuvent se propager aussi dans le vide. Ainsi la lumière du soleil nous provient du soleil jusqu'à la Terre en parcourant des millions et des millions de parties vides. Alors je reviens à cette figure, je calcule la tangente parce que là j'ai un angle droit, je calcule la tangente θ, c'est la moitié de la longueur L sur D. Donc c'est L sur 2 sur D, c'est L sur 2D et cet angle θ est en général un angle faible. Donc je peux utiliser l'approximation tangente θ à peu près égale à θ, c'est-à-dire que θ égale à L sur 2D. Et je sais, et ça c'est montré expérimentalement, que l'écart angulaire θ est égal à lambda sur A, et ceci, ça ressemble ici à cette formule, parce que là, l'angle θ est faible, donc sinus θ est aussi à peu près égal à θ égal à lambda sur A, et c'est une formule que l'on peut observer expérimentalement en changeant la longueur d'onde de la lumière monochromatique, et en changeant la largeur de la fente, je peux donc déduire cette relation de façon expérimentale. Alors là, j'ai des relations de θ, je peux faire l'égalité entre ces deux relations et déduire la largeur de la tâche centrale égale à 2 lambda d sur A. Ainsi, je vois que la tâche centrale dépend de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est la longueur d'onde. Donc, si j'utilise une longueur d'onde plus grande, j'aurai une plus grande tâche. Alors, la plus grande longueur d'onde, c'est pour le rouge. Le rouge qui a 800 nanomètres, donc j'aurai une tâche centrale très large avec le rouge. Et si j'utilise le violet a une longueur d'onde faible, alors là j'aurai une petite largeur de tâche centrale. Et donc il dépend de la longueur d'onde, il dépend de la distance grande T, et il augmente avec cette distance, il dépend de la largeur de la fente. Si la fente est petite, j'aurai une tâche centrale plus grande. Alors, de même pour les ondes mécaniques, les ondes électromagnétiques, je peux utiliser toujours la relation des ondes mécaniques pour les ondes électromagnétiques, lambda, parce que c'est une onde, lambda égale à Vt, et si la vitesse de propagation, je vais la noter C, la célérité, on l'appelle célérité, C fois T, et T c'est l'inverse de la fréquence, je la note nu. Alors pour la lumière, je vais utiliser nu, et pour la fréquence et C pour la vitesse. Donc, je peux utiliser cette relation aussi. Alors, on a aussi une autre relation très utile, c'est que la longueur d'onde dans un milieu quelconque, c'est la longueur d'onde dans le vide, de la lumière dans le vide, divisée par l'indice de réfraction du milieu. Alors, je rappelle que l'indice de réfraction du milieu, c'est la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans le milieu considéré. Et étant donné que la vitesse de la lumière dans le vide est supérieure à celle de la lumière dans un autre milieu, l'indice de réfraction est toujours supérieur à 1. Alors je rappelle aussi que pour la lumière, on a 3 domaines. Le domaine visible, c'est entre 350 et 800. 350 pour le violet, 800 pour le rouge. Si vous avez des longueurs d'onde qui sont inférieures à 350, vous aurez les UV qui ne sont pas visibles par l'œil humain. Et si vous avez des longueurs d'onde supérieures à 800 nanomètres, alors ceci dans bien sûr le vide, alors là, vous aurez des infrarouges. Alors, on va voir le dernier phénomène parce qu'avec la lumière, on va observer 2 phénomènes. Le premier phénomène que l'on vient de voir et qui nous a permis de montrer que la lumière est une onde, c'est le phénomène de diffraction. Et un autre milieu, c'est le phénomène de dispersion de la lumière. Alors, ici, on va faire la disparition par un prisme. Alors, nous avons un prisme, par exemple, en verre d'indice N. Vous avez de la lumière blanche qui arrive et il va faire une réfraction, la première réfraction, et une deuxième réfraction. Pour la deuxième réfraction, on va voir que la lumière va être dispersée. Alors, si c'est une lumière blanche, j'aurai le violet le moins dévié et le plus dévié, et le rouge le moins dévié. Le rouge en haut, le violet en bas. Alors, pour se rappeler des différentes couleurs du spectre de la lumière blanche, vous avez le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Vib, vert jaune.
Alors, il suffit d'apprendre cette phrase, vibe, verge, pour voir l'ordre des différentes lumières au cours de la dispersion. Mais il suffit de se rappeler que le violet est le plus dévié et le rouge est le moins dévié. Alors, pour une lumière monochromatique, l'onde arrive avec un angle d'incidence I. Après phénomène de réfraction, nous avons un angle R. Ici, nous avons un angle, ça c'est la première réfraction. Pour la deuxième réfraction, j'ai un angle d'incidence R' et un angle de réfraction I'. Alors l'angle du prisme, c'est l'angle A entre les deux faces. Et vous avez la déviation, c'est quoi? L'angle de déviation, c'est l'angle entre le rayon incident et le rayon émergent, le rayon qui sort du prisme. C'est l'angle D, l'angle de déviation. Alors pour le prisme, nous avons 4 formules qu'il faut bien apprendre. C'est que la deuxième loi de Descartes pour la première réfraction. Vous avez le sinus de l'angle I parce que l'indice ici est 1. Sinus de I égale à n, l'indice du prisme, fois sinus R. Et vous avez aussi sinus I' égale à n sinus R' pour la deuxième réfraction. Alors l'angle du prisme A, c'est toujours les deux angles internes R et R'. L'angle de réfraction de la première réfraction et l'angle de la deuxième incidence. Alors vous avez l'angle de déviation qu'on observe, la déviation. L'angle de déviation entre le rayon incident et le rayon réfracté, c'est I plus I' moins A. Alors, ces 4 formules, tu peux les utiliser. Par exemple, on va te donner l'indice de réfraction, on va te donner l'angle d'incidence et à partir de la première relation, tu déduis l'angle R. À partir de cette relation, en connaissant A, tu déduis R'. À partir de cette relation, tu déduis I'. Et à partir de la quatrième relation, tu as A, tu as I', tu as I', et A, tu peux déduire D. Alors donc, pour le phénomène de dispersion de la lumière, il est expliqué à partir de ces 4 formules. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'indice de réfraction, il dépend de la longueur d'onde utilisée. Si j'utilise le rouge, j'aurai un indice. Si j'utilise le violet, avec une autre longueur d'onde, j'aurai un autre indice. Donc l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde utilisée. Et selon cette formule qu'on appelle formule de Cauchy, égale à A plus B sur lambda au carré, A et B étant des constantes. Alors ceci pour le verre par exemple. Alors en utilisant cette formule et les 4 formules du prisme, tu peux déduire que l'angle de déviation du violet est supérieur à l'angle de déviation du rouge. Et ceci va prouver que avec une lumière blanche, tu vas obtenir le phénomène de dispersion de la lumière et avoir toutes les couleurs du spectre de la lumière blanche, c'est-à-dire le spectre de l'arc-en-ciel.